On poursuit cette discussion autour de la relance durable et inclusive en compagnie toujours de Sylvain Ferrière, président du campus de l'inclusion et directeur général adjoint de GoJob. Caroline Hillier-Lebranchu nous a rejointe, présidente directrice générale de la Belle Illoise. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, partenaire de cette émission. Bonjour. Bonjour. Pierre-Olivier, justement, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous vous sentez concerné, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez concerné finalement par ces questions de reprise durable et inclusive ? Alors, on se sent concerné d'une part vis-à-vis de la responsabilité de l'entreprise et la conviction aussi que toute croissance dans le futur doit être inclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement être sur la performance purement financière. On doit aussi prendre en compte les personnes qui sont laissées sur le bord de la route, prendre en compte l'environnement, parce que le système aujourd'hui fonctionnera s'il y a cet équilibre. Et donc, c'est à la fois, je pense, l'intérêt bien compris de l'entreprise d'évoluer dans un système qui est stable, ou en tout cas qui fait en sorte que tout le monde se retrouve dans cette croissance. Et c'est aussi un engagement moral du chef d'entreprise, parce qu'on ne se voit pas du tout comme une île isolée du reste, et on sait très bien qu'on doit avoir notre contribution. Et on ne peut pas demander aujourd'hui aux entreprises d'avoir une place importante dans la société, de faire en sorte que les politiques prennent en compte nos contraintes, faire en sorte que les écoles forment nos futurs collaborateurs, et nous, en retour, pas se dire « oui, mais moi, je dois rendre quelque chose et je fais partie de ce tout ». Donc c'est un impératif bien compris de développement pérenne et un impératif moral. Caroline, vous le voyez de la même façon, c'est-à-dire finalement le chef d'entreprise a une responsabilité au sein de la société en général ? Alors, tout à fait, complètement aligné sur ce que vient de dire Pierre-Olivier. C'est vrai qu'il y a un impératif économique. J'irais même que faire du développement durable et de l'inclusion, c'est, on va dire, une question, on en a besoin. Et on pourra dire pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Mais c'est aussi une question de conviction personnelle. Là, moi, j'estime que le chef d'entreprise doit faire sa part plus que les autres, puisqu'il a à sa main un levier qu'est l'entreprise. Et quelque part, s'il n'utilise pas l'entreprise pour faire du bien, entre guillemets, c'est immoral. C'est notre responsabilité, parce que qui d'autre peut le faire qu'un chef d'entreprise, d'impulser de donner une impulsion forte pour aller dans ce sens. Alors nous, c'est vraiment dans nos valeurs, dans notre entreprise à la Belle Illoise, puisque c'est aussi notre mission. On a la mission d'utiliser l'alimentaire, moi j'en suis convaincue, pour faire du bien à la santé, du bien à la planète, mais aussi avoir du plaisir, parce qu'on n'est pas obligé de se flageller pour, c'est pas incompatible. Manger bien et bien pour la planète. Mais du coup, ça va aussi avec le rôle plus large, social, donc avec nos collaborateurs et nos non-collaborateurs. Au sein de nos territoires, on a un rôle à jouer dans nos achats. Vous parliez tout à l'heure d'achat, mais à qui on achète, comment on achète et quel impact ça a sur la planète, quel impact ça a sur les gens qui travaillent sur ce territoire. Donc oui, on a ce rôle très fort. Et nous, chefs d'entreprise, avons entre guillemets le pouvoir, même s'il est limité, mais de donner une impulsion forte. Ça n'empêche pas de rester compétitif et rentable, Sylvain Ferrière ? Je pense que GoJob est un exemple intéressant, c'est-à-dire que nous, on est dans le recrutement, donc on est vraiment au cœur de ce sujet de l'inclusion. Chaque personne qu'on recrute a un impact social quelque part, parce qu'on a permis de réinsérer une personne. Pour rappel, sur les 30 000 personnes qu'on va faire travailler cette année, les 2 tiers étaient au chômage avant de travailler et 1 tiers était au chômage depuis plus de 6 mois. Donc nous, on a vraiment un alignement quelque part entre notre rôle économique et le rôle social. Et moi, j'encourage, et c'est un mouvement qui croit le plus en plus, toutes les entreprises à faire de même. On voit aujourd'hui la création des labels ESS, entreprises sociales et solidaires, nous on en fait partie, ou d'autres labels comme B Corp, auxquels on est aussi en train d'adhérer en ce moment, qui permettent justement l'alignement entre vos objectifs économiques et vos objectifs ou vos impacts sociaux. Et moi, je pense que c'est vraiment ça la direction qu'il faut qu'on le prenne. Et je finirai par dire que je pense que la jeune génération nous pousse à faire cela. Elle est très, très consciente par rapport à la fois aux défis sociaux et aux défis environnementaux. Et nous, on se sert un peu des jeunes au sein de l'entreprise pour nous aider à pousser plus loin là-dessus. Les labels, par exemple, c'est quelque chose que vous regardez, Pierre-Olivier, ou pourquoi pas, alors j'ai pas forcément prévu d'en parler comme ça, mais d'aller jusqu'à l'entreprise à mission ? Alors oui, les labels, c'est quelque chose qu'on regarde. Ce qui est certain, c'est que nous, on est assez convaincus chez Manutan qu'il faut mettre ces sujets de responsabilité environnementale, de responsabilité sociale au cœur du business model. Pourquoi ? Parce que sinon, effectivement, dès que l'économique va mal, ce sont des sujets qu'on arrête.
Et donc, il ne faut pas les voir comme périphériques, il faut progressivement les mettre au cœur du modèle. Alors, je prenais un exemple, on discutait tout à l'heure, on va lancer un mobilier de bureau qu'on fabrique avec Ares, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et qui est composé de matières recyclées. Et en fait, on voit là que c'est à la fois une économie, parce que c'est en plus un bureau qu'on a designé pour nos clients, qui est intéressant, qui répond aux problématiques du télétravail. On fait travailler des gens de l'économie sociale et solidaire, et c'est de l'économie circulaire. Donc à partir du moment où on le met au cœur de ce modèle, on a quelque chose de pérenne. Et donc je pense que les labels, pour revenir à votre question, peuvent permettre de s'assurer justement, comme tu disais, qu'on a un alignement entre la mission de l'entreprise, ses impératifs économiques, sa stratégie, ses collaborateurs, et donc que c'est bien que ça se distille dans l'ensemble de l'entreprise. Caroline, quelles sont les actions que vous mettez en place concrètement, par exemple ? Alors, on mène beaucoup de choses. Alors, sur ce qui a été dit, nous, on a aussi redéfini notre mission et on s'est posé la question de jusqu'où on va et à quoi ça sert. Et en fait, pour être provocatrice, moi, je dis, les labels, en fait, je m'en fiche. Ce dont je ne me fiche pas, c'est ce que l'on fait vraiment. Quelles sont les actions que l'on prend au quotidien dans notre entreprise et qui sont la preuve, on va dire, de l'engagement et des convictions que l'on porte. Néanmoins, qui le sait ? Et donc, c'est là qu'intervient quand même la question, le label ou la société à mission. Et nous, c'est pour ça qu'on a décidé à la fois de viser le statut de société à mission, mais aussi un label qui sera a priori pas Bicorp, puisqu'il y en a d'autres. Mais et l'idée, c'est pas que ce qui nous motive, c'est pas d'avoir le label. Ce qui nous motive, c'est finalement de pouvoir, que ce soit en interne, en externe, en tant que marque employeur, ou en externe auprès de nos clients, d'apporter la preuve de la conviction que je porte, parce que c'est bien gentil, mais il faut quand même apporter des éléments concrets. Et quand on commence à aller voir ce que ça représente, et je rejoins ce qui a été dit sur la stratégie, c'est-à-dire que nous, on n'a pas une stratégie RSE. La RSE, alors on a une stratégie RSE, mais la RSE, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie business et une contre-stratégie qui serait RSE. Non, il y a une seule stratégie d'entreprise qui intègre la RSE, les questions RSE. Et tout ça doit être parfaitement cohérent et on doit pouvoir être clair. Et c'est ça la difficulté, justement, parce qu'on parle et de business, parce que malgré tout, on a une vocation économique et RSE. Mais comment le tout semble clair pour l'interne, pour l'externe, que ce soit marque employeur ou client. Et donc, on a commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'on fait déjà ? Parce que c'est bien de porter des convictions, mais ce qu'on fait. Et en fait, on fait plein de choses dans nos entreprises. Et justement, pour viser ces labels où il faut faire un état des lieux, et on s'aperçoit en faisant l'état des lieux qu'on fait beaucoup de choses. Alors nous, sur l'inclusion, c'est aussi ce que je disais, c'est que on a aussi besoin de collaborateurs. On a besoin de recruter, nous. Et donc, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que de ceux qui ont un très très long CV, qui entreraient dans les plus belles cases. On a besoin de tout le monde. Et donc, comment on fait ? Donc nous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on en est à notre 3e promo, entre guillemets, de réfugiés, puisqu'on travaille en collaboration avec des associations et la région pour embaucher chaque année 10-12 personnes réfugiées et qui, du coup, si je prends la première promo, on va dire, qui nous suivent d'année en année. On essaye aussi d'adapter le plus possible, parce que c'est pas parfois très simple, selon les métiers, d'adapter des postes pour des handicapés. Alors ça, c'est possible dans certains postes de production, mais dans nos magasins, par exemple, c'est plus compliqué. Donc on regarde ce qu'on peut faire et parfois on peut pas faire. Et une piste qu'on explore aussi, c'est de proposer des stages découvertes pour des populations handicapées, pour des postes plutôt de bureau, pour montrer ce qu'on propose en fait. Parce que j'ai l'impression que parfois, nous, on ne sait pas qui est sur le marché qui potentiellement aurait besoin de travailler, mais eux ne savent pas ce qu'on propose. Et donc, il y a une sorte de no man's land entre les deux. Personne ne sait, on ne sait pas à quelle porte aller taper. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait nous relier les uns aux autres ? Parce qu'on a besoin, on a besoin de tout le monde. Alors, on fait depuis longtemps aussi du recrutement sans CV, en collaboration avec Pôle emploi, ce qui nous permet, nous, sur certains postes, certains types de postes, d'avoir des gens de tout âge, de tout horizon, de toute origine, de toute formation. On parlait aussi parfois des gens qui ont des accidents de parcours, qui ont parfois des parcours même très riches. Et finalement, pourquoi ils se retrouvent là, au bout du rouleau, à 55 ans, mais ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir un rôle social, parce que le travail, c'est aussi un rôle social. C'est-à-dire qu'on a besoin de travailler pour le collectif, on a besoin de travailler pour soi aussi. Donc tout ça, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait.
Mais encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire. Sylvain Ferrière, Caroline parlait du recrutement sans CV. C'est quelque chose qui se développe, ça, ou pas? Tout à fait, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment la direction vers laquelle je pense qu'on peut tout aller. On veut tous aller. Une des choses que nous, on a fait chez GoJob, c'est qu'on travaille depuis 2 ans avec Polytechnique, avec la chaire Intelligence Artificielle de Polytechnique, pour développer un algorithme inclusif qui va dans le sens de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, pour proposer une mission, par exemple à vous, au lieu de demander des facteurs discriminants comme l'âge, le sexe, on ne leur donne aucun de ces facteurs-là. Et du coup, l'algorithme est obligé de se baser sur les compétences des personnes. Donc, quelles sont les expériences qu'elles ont faites, quelles sont les compétences qu'elles ont établies. Nous, du coup, ça nous a forcé à faire passer des tests sur le savoir-être et sur le savoir-faire à tous nos travailleurs en amont pour donner, quelque part, à manger à l'algorithme pour qu'il puisse proposer des missions. Et donc, pour nous, c'est vraiment au cœur de cette égalité des chances, c'est-à-dire de regarder quelles sont les compétences des personnes et non pas qui sont ces personnes. Et donc, la suite logique de ça, et nous, on aimerait bien y arriver, même si, en toute honnêteté, beaucoup d'entreprises souhaitent encore recevoir un CV, c'est de leur dire, vous cherchez une personne qui a un bon savoir-être et qui sait faire ceci, cela, cela, bah écoutez, il a passé l'évaluation de savoir-être et il a eu 80%. Et il a passé ce test de savoir-faire, et il a eu 80%, donc prenez-le. Et en fait, vous ne demandez même plus le nom de la personne, vous la prenez parce que ça correspond. Et aujourd'hui, on arrive à le faire de plus en plus, et je pense que c'est la direction vers laquelle on va, particulièrement sur les métiers sur lesquels nous on est, c'est-à-dire des métiers à faible qualification, où vraiment vous cherchez ces deux choses-là. Pierre-Olivier Vrial, comment est-ce que vous traduisez ça dans votre gestion de l'humain au quotidien chez Manutan? Sur la gestion de l'humain, alors, en fait, c'est la question de la mixité. C'est-à-dire que c'est la conviction profonde qu'une entreprise, pour qu'elle réussisse, doit avoir des personnes au profil et au parcours très différents. Et donc, c'est vraiment cette capacité qu'on a à regarder cette mixité. Alors, comment on fait? Nous, on se sert beaucoup aujourd'hui de l'enquête Great Place to Work. Ouais. Pas tant le label, on revient au label, on est certifié, on est content. Mais en fait, il y a 75 questions. Et ces questions-là, elles permettent de vérifier au quotidien si les personnes se sentent discriminées. Enfin, elles permettent de piloter finalement les grandes intentions qu'on a. Et d'ailleurs, on voit que les sujets autour de la responsabilité sociale de l'entreprise sont extrêmement liés à la motivation du collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a une réelle... D'abord, il y a une envie, il y a une exigence aussi des jeunes générations et une fierté de voir que son entreprise réalise des choses pour l'ensemble de la communauté. Et c'est là qu'on rejoint aussi la performance économique. Et donc nous, c'est vraiment ce que disait Caroline. Il n'y a vraiment pas... d'un côté, un projet stratégie économique, d'un autre côté, une stratégie RSE, etc. Il y a un projet Manutan. Dans ce projet Manutan, on a le développement des collaborateurs, l'intégration de collaborateurs externes, la mixité, le fait de pouvoir remettre des gens au travail, la façon dont on fait modifier notre modèle économique pour qu'il soit plus vertueux écologiquement, etc. Et donc, aujourd'hui, la question après de la mesure, nous, on a défini 6 indicateurs qui nous permettent de mesurer notre chiffre d'affaires, notre résultat, la satisfaction client, la satisfaction fournisseur, la satisfaction des employés et un autour du respect de l'environnement. Et en fait, on se dit la vraie performance, c'est si d'année en année, ces indicateurs-là progressent. Et on a des rémunérations à certains niveaux, on est rémunéré sur ces 6 indicateurs-là. Et donc, c'est comme ça qu'on mesure, en fait. C'est à la fois ces indicateurs qui alignent le management avec la stratégie, et puis après c'est des enquêtes beaucoup plus précises sur le terrain pour vérifier que ce qu'on annonce, qu'on propose est une réalité pour les collaborateurs au quotidien, est une réalité pour les personnes qu'on a intégrées, etc. Oui, c'est intéressant cette question de la mesure. Vous parliez tout à l'heure, Caroline, de l'état des lieux. Est-ce que c'est quelque chose que maintenant vous avez fait, vous avez dressé votre état des lieux? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire pour voir à chaque fois votre progression? Oui, c'est l'objectif, c'est de partir. Alors l'état des lieux, il est pas que sur le social, il est aussi notamment sur notre impact sur l'environnement. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est vraiment déterminant. Et effectivement, l'idée, c'est d'être dans une progression. Alors, on n'est pas parfait, donc c'est ça. Alors déjà, on a constaté que sur certains items, on était plutôt pas mal, et en fait, on le savait mieux que même... ce à quoi vous attendiez. Oui, on ne le savait même pas, donc c'est hyper Par exemple, positif. sur quoi? Alors notamment sur nos achats. Ah oui? Oui, parce que voilà, donc là je parle d'environnement, mais effectivement, 100% de nos emballages primaires sont européens et 96% sont français. Donc pas mal, finalement, déjà. on était pas mal. Et quand on regarde les suremballages, c'est à 96% européens. Donc on va très peu loin chercher nos emballages. Donc on était plutôt contents. Et après, on se dit, mais alors c'est quoi la prochaine étape? Si je prends cet exemple-là, est-ce qu'on peut atteindre 100%? Si je prends l'inclusion, si je prends...
Alors nous, sur les qualités hommes-femmes, on a un petit souci, c'est qu'on Vous êtes à l'inverse. on est à l'inverse. Ouais. Donc, Je suis pas surprise. au comité de direction, on est 5 femmes sur 6, donc c'est vrai que... Voilà, mais justement, peut-être... Et j'ai le même qu'on se fixe problème un ici, en fait, si vous voulez, on en parlera. Peut-être qu'on se fixe un objectif pour dire comment est-ce qu'on peut aller chercher des hommes. Et c'est intéressant de se mesurer et de se dire, mais quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre ? Sachant que parfois, on peut avoir l'ambition d'atteindre 100%. Si je prends par exemple la gestion des déchets, si je prends l'égalité par exemple, là-dessus, nous, on peut faire beaucoup de choses, ou la mixité. Après, il y a des sujets sur lesquels on va dire non, bon, c'est trop ambitieux, peut-être que 90 c'est bien. Et après, il faut se suivre, il faut fixer le bon indicateur. Qu'est-ce qu'on veut piloter et suivre et à quel rythme on va. Ce qui est important, je pense que c'est le progrès, enfin l'amélioration continue. Dans l'industrie, en tout cas, c'est comme ça qu'on se mesure et c'est d'avancer et de pouvoir communiquer. Pierre-Olivier parlait de fierté, et aussi sur les jeunes générations. Aujourd'hui, les gens ont besoin de sens. Et nous, on a des très jeunes, ils nous challengent tous les jours. Et la question de la hiérarchie ou autre n'existe pas. C'est qu'est-ce que vous faites et est-ce que je suis en adéquation avec le projet ? Et si je ne suis plus, éventuellement, je ne vais pas rester. Mais si j'y suis, je vais rester. Mais je vais quand même challenger. C'est-à-dire tous les jours pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Donc c'est quand même une exigence de tous les jours. Mais c'est génial parce que du coup, ça nous force à progresser. Et les nouvelles générations nous forcent à progresser dans notre manière de piloter, de manager, de recruter. Voilà. Donc oui, on a une ambition de progresser, c'est clair. Et de le piloter. Sylvain Ferrière, vous qui êtes justement en contact avec tous ces gens qui recherchent des emplois, ce sont des critères qui remontent jusqu'à vous. Ils vous disent à un moment, moi j'ai envie de travailler, mais surtout je voudrais travailler dans un endroit qui me convienne, avec lequel je sois aligné finalement. Vous parlez des employés ou vous parlez de ceux qui recherchent des emplois? D'accord. Parce que je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a les employés, puis il y a les personnes qu'on fait travailler. Juste pour rebondir sur ce qui était dit avant, je pense qu'aujourd'hui, on a un alignement très très fort maintenant. Nous, d'une part, entre les investisseurs chez GoJob, parce qu'on a des investisseurs à impact, comme la Caisse des dépôts et des consignations et Alter Equity, qui nous demandent de suivre des indicateurs sociaux. Ensuite, le management, et ensuite les employés, et ensuite ceux qu'on fait travailler. On a vraiment des indicateurs à impact là-dessus. Et je vais juste rebondir sur les indicateurs avant de revenir à votre question, parce qu'on est vraiment très alignés avec Pierre-Olivier là-dessus. Nous, aujourd'hui, pour les investisseurs, pour le management et pour les employés, on a 3 indicateurs financiers classiques, qui sont le chiffre d'affaires, la marge et la satisfaction des intérimaires et des travailleurs. Et on a 3 indicateurs extra-financiers autour de l'impact social, qui sont combien de personnes qu'on fait travailler étaient moins de 26 ans et au chômage depuis plus de 6 mois. Et on a un indicateur qu'on essaye de faire augmenter là-dessus. Est-ce qu'on arrive à bien former 100% des intérimaires sur au moins une chose ? Et dernier indicateur, est-ce qu'on arrive à certifier, donc sur la formation certifiante, un pourcentage des intérimaires ? Et chaque année, on augmente là-dessus. Donc il y a véritablement un vrai alignement là-dessus. Et nous, ce qu'on note, en tout cas par rapport à nos employés, c'est que les employés viennent chez GoJob parce qu'ils sont intéressés par ces valeurs. Et donc, il y a vraiment cet intérêt important des travailleurs pour venir nous rejoindre. C'est quoi l'objectif ultime pour Manutan sur ces questions-là ? Parce que c'est difficile, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution et qu'il faut toujours faire plus. Comment on arrive à se définir un objectif de 5 ans, 10 ans raisonnable ? Alors, je sais pas. Donc déjà, c'est vrai qu'on se fixe pas un objectif ultime parce qu'on a quand même l'intime conviction que ce qu'il faudra faire dans 5 ans est assez différent. Donc, on se fixe... Alors, en réalité, oui, on s'est fixé des objectifs d'être au-dessus, par exemple, sur les collaborateurs, d'être au-dessus de 80% des collaborateurs qui disent que Manutan est une entreprise où il fait bon travailler, on se fixe des objectifs, etc. Bon, déjà, je ne sais pas dire quel est l'objectif ultime, parce que probablement, on est beaucoup plus sur l'amélioration continue et c'est-à-dire est-ce qu'on fait des progrès que de se donner un objectif ultime. Mais en fait, je pense que l'objectif ultime, c'est le jour où on ne parlera plus de la RSE de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que... Mais je ne dis pas ça parce que ça fait bien de le dire, mais je pense que c'est comme un individu. C'est-à-dire que si vous êtes différent au travail, à la maison, avec vos enfants, etc., à un moment donné, on est un peu dans une schizophrénie. Et je crois que plus on arrive aujourd'hui à rassembler tout ça, plus c'est pérenne, plus c'est ancré. L'entreprise, elle doit aussi... Elle connaît ses limites. Moi, je suis d'accord avec Caroline, elle a beaucoup de pouvoir. Après, elle connaît ses limites, c'est-à-dire qu'elle est dans un environnement concurrentiel. Donc, on doit prendre tout ça et on doit en faire qu'une chose. C'est un peu de l'alchimie, quoi. On doit en faire qu'une seule chose. Et ce en quoi je crois beaucoup, c'est que c'est aussi le style de management. C'est-à-dire que seule la collaboration peut permettre de trouver des solutions à des choses qui peuvent paraître contradictoires.
C'est-à-dire que parfois, on peut se dire, mais entre respecter l'environnement, générer du profit, intégrer des personnes, respecter la RGPD, enfin tout ça, qui est très compliqué. C'est vrai, hein, c'est des couches. Moi, je vois en 20 ans le nombre de couches. Il y a une solution. Il y a toujours un haut du triangle. Toujours. Ouais. Sauf que ce n'est pas un individu qui peut l'avoir. Et donc, à partir du moment où on est unis par des valeurs et qu'on est très différents dans les regards, moi, j'ai vu vraiment émerger parfois des solutions qui agrègent tout ça. On se dit, bon sang, c'est une super solution. Avec ça, on atteint tous nos objectifs, mais c'est très rare qu'on l'ait seul, moi je trouve. Et donc la question de l'inclusion doit être vraiment liée pour moi à la question du leadership et de la façon dont on pilote nos organisations. Merci pour cette jolie conclusion. Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan, Sylvain Ferrière, président du campus de l'inclusion et directeur général adjoint de GoJob, et Caroline Hillier-Lebranchu, présidente directrice générale de la Belle-Illoise. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.